Olivier Morel, bonjour. Nous voilà ensemble pour le troisième volet de ce travelling et pour parler encore et toujours de violence. Et est-ce que la violence faite aux enfants peut avoir plus tard des répercussions sur leur santé physique, voire sur leur santé morale ou mentale? Alors oui, aujourd'hui on le sait très clairement, la violence subie par les enfants a des effets sur eux. Certains. Elle a des effets sur leur santé d'abord, sur leur santé à la fois physique et mentale. Là, sur la santé physique, la violence agit par le biais du stress. Vous savez que le stress, c'est une réaction de l'organisme qui est une réaction saine, qui est faite pour nous amener à réagir face à une agression, soit par la fuite, soit par la défense, soit au contraire par une espèce de paralysie qui fait qu'on va en quelque sorte se cacher, se dissimuler à l'agresseur. Donc trois réactions possibles. Et le stress, ça joue à travers les hormones, des hormones qui se répandent dans notre corps dès que nous percevons un danger. Or, le fait de frapper un enfant, eh bien, il faut prendre conscience que c'est une agression. Le corps de l'enfant le ressent comme une agression. Et il faut bien penser qu'on est avant tout des corps, on n'est pas seulement des esprits. Donc le corps de l'enfant réagit face à une agression par le stress, donc les hormones, etc., qui se répandent en lui. Alors, si la relation d'agression se termine rapidement, il n'y a pas de problème, les hormones du stress se dissolvent et il n'y a pas de problème. Mais quand on ne peut ni fuir, ni se défendre, eh bien, il se passe ce qu'on voit dans le film que beaucoup de gens ont vu, Mon oncle d'Amérique, de Alain Resnais, qui a montré les expériences de Henri Laborie. On voit qu'un rat qui est mis dans une situation de stress, s'il ne peut ni fuir ni se défendre, il se ratatine dans la cage où on lui inflige des charges électriques. Et si les savants, ils ne sont pas toujours très tendres à l'égard des animaux cobayes, mais si on le dissèque après, on s'aperçoit qu'il est atteint d'ulcération du système digestif, parce que les hormones, quand elles ne peuvent pas jouer leur rôle normal, deviennent littéralement toxiques pour l'organisme. Et en plus, ce qui est aussi très dangereux, c'est que quand il y a répétition du stress, or, quand on se met à frapper un enfant, on peut en arriver à le frapper souvent. Il y a des enfants qui reçoivent des fessées 2-3 fois par jour. Et quand ça devient répétitif comme cela, l'organisme, au bout d'un moment, dans la situation d'agression, il diminue, il désactive les fonctions qui ne sont pas essentielles. Par exemple, quand on est agressé par un être quelconque, c'est pas grave de mal digérer. Donc on désactive le système digestif. On désactive la croissance, par exemple. On désactive surtout le système immunitaire. Parce que c'est pas grave d'attraper un rhume de cerveau si on s'apprête à recevoir des coups de bâton. Donc, quand le système immunitaire est désactivé souvent, au bout d'un moment, on sait aujourd'hui qu'il devient beaucoup moins efficace, beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable. Et c'est ce qui fait que les enfants qui ont été souvent frappés ont davantage de problèmes de santé que les autres, davantage de problèmes aussi d'accidents, c'est très curieux, mais on a constaté que les enfants qui ont été beaucoup frappés dans leur enfance ont davantage d'accidents à l'adolescence, à l'âge adulte, des accidents plus graves. On ne sait pas très bien pourquoi, d'ailleurs, on ne voit pas très bien le lien, mais on le constate. Donc, effet sur la santé physique, sur la santé mentale, alors ça joue surtout à travers l'humiliation. Le fait d'être frappé, de quelque façon que ce soit, c'est toujours une humiliation, parce qu'on est traité comme un animal, finalement. Alors encore pire, bien sûr, quand on frappe un enfant en présence de ses copains, quand on donne une fessée déculottée, bon là, c'est vraiment l'humiliation suprême. Et l'humiliation, elle marque profondément les individus. Elle leur fait perdre la confiance en eux, l'estime d'eux-mêmes, elle leur fait penser qu'ils sont nuls, et ça, c'est la voie ouverte à la dépression, plus tard. Et est-ce que la victime peut devenir bourreau? Alors ça, c'est une autre conséquence, c'est sur le comportement. Les comportements vont être, j'en ai un peu parlé, je crois, dans la précédente séquence, les comportements vont devenir impulsifs, justement par simple imitation de ce qu'on a subi. On peut devenir violent, on peut devenir extrêmement agressif, notamment
si on a perdu une des capacités fondamentales des enfants, la capacité d'empathie, j'y ai fait allusion précédemment, l'empathie qui nous permet de partager les souffrances des autres et qui est le frein principal à la violence. Je crois qu'on se trompe quand on croit que pour faire cesser la violence, il faut l'éducation, la morale, la culture, etc. C'est vrai que ça joue, mais ça ne suffit pas. Pensez que le pays qui a commis le génocide contre les Juifs, c'était le pays le plus cultivé d'Europe, du point de vue artistique, du point de vue philosophique, du point de vue scientifique. L'Allemagne c'est le pays aussi où il y avait le moins d'illettrisme. C'est le pays où il y avait dans chaque maison pratiquement une Bible. Donc le pays le plus marqué par la religion, c'est ce pays-là qui a commis le pire des génocides. Alors, ce n'est pas du tout la culture qui nous protège de la violence, c'est l'empathie. C'est la capacité d'empathie que nous portons en nous, dès l'enfance. Et c'est pour cela qu'il faut la respecter. Or, quand on frappe un enfant, on risque de l'amener à se blinder. Alors, on peut se dire, c'est une bonne chose, il va se blinder, il ne va pas trop souffrir. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, « Oh, mais j'étais battu, moi j'ai reçu des coups, mais au bout d'un moment, les coups, je ne les sentais plus. » Alors, on peut se dire, très bien, tant mieux. Mais le résultat, ça peut être que on ne ressent plus sa souffrance, mais on ne ressent plus la souffrance des autres. Et quand on ne ressent plus la souffrance des autres, eh bien, on peut leur faire n'importe quoi, on peut les torturer, on peut les battre à mort. On n'a plus le frein en soi, la violence. Or, c'est bien ce frein-là qui est inné, qui existe déjà chez les animaux. Chez les animaux, il y a des processus inhibiteurs de la violence à l'égard de leur propre espèce. Je regardais encore hier sur Internet des loups qui se battaient. Et bien, quand il y en a un qui se reconnaît comme vaincu, il se couche à terre, il tend sa gorge à l'adversaire et l'adversaire ne le tue pas. Il s'arrête, il y a un processus d'inhibition qui joue, il n'est plus en situation de conflit, l'autre a reconnu sa soumission, c'est fini, le combat est fini. D'où l'utilité de la résilience. Alors, la résilience, moi je veux bien parler de la résilience, mais ce qui me gêne chez ceux qui parlent de la résilience, c'est qu'ils lui attribuent une trop grosse importance. Ils disent par exemple que on ne reproduit ce qu'on a subi que dans 10-20% des cas. C'est peut-être vrai dans les cas de maltraitance absolument reconnus dans une société. Par exemple, dans la société française actuelle, un enfant qui est battu à coups de bâton et à coups de ceinture, il a toutes les chances de rencontrer des gens qui vont lui dire « Non, non, ce qu'on te fait, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal, tu ne dois pas subir ça », ou qui vont intervenir, qui vont peut-être faire un signalement. Donc, il saura que ça, ce n'est pas normal, il ne va pas le reproduire. Mais dans une société où on trouve que c'est normal de battre les enfants, où personne ne va lui dire « Ah non, non, tu n'as pas le droit d'être battu », au contraire, on va lui dire « Ah ben, tu l'as bien mérité, ce qu'on t'a fait, tu as été méchant, tu as été désobéissant, etc. » Eh bien, l'enfant va reproduire. Autrement dit, la résilience, elle ne joue pas en ce qui concerne la violence éducative ordinaire, c'est-à-dire celle qui est considérée comme normale et qui se reproduit depuis des millénaires. Elle intervient trop tard, en fait. Elle intervient trop tard, elle n'intervient pas, parce qu'on pense que non, ce qu'on nous a fait, c'était bien, et donc je ne vois pas pourquoi je ne le reproduirais pas. C'est même comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Pour leur bien, il faut les battre. Donc, je les battrai. Dites-moi, Olivier Morel, au sortir de ce troisième entretien, on peut se poser la question de savoir pourquoi vous avez été prof et pas psychanalyste. J'étais prof parce que, pour des raisons qui n'avaient pas, c'était pas vraiment une vocation. J'aimais la littérature, j'aimais effectivement, puis je me suis aperçu que j'étais capable d'expliquer les choses assez clairement. J'avoue que les vacances n'étaient pas pour rien dans ma vocation de prof. Non, je n'ai pas été prof spécialement par vocation, mais au bout d'un moment, ça m'a assez plu. J'ai aimé ça. Mais non, ce que j'ai appris en psychologie, je l'ai appris sur le tard. J'ai même pas eu, en tant que prof, on n'a pas de formation psychologique. C'est d'ailleurs un manque terrible. Moi, j'ai reçu, on m'a appris à enseigner le français, la littérature, mais on m'a pas du tout appris comment se comporter à l'égard d'adolescents et d'enfants. Vraiment, on ne m'a rien dit là-dessus. J'ai tout appris sur le tas. Olivier Morel, merci, à demain. À demain.